Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde à cet atelier qu'on se veut constructif pour tout le monde sur le retour à l'entraînement de façon sécuritaire. Alors, pour commencer, je voudrais vous demander, ben là, pas mal tout le monde a son micro fermé. Alors, juste de le laisser fermer tout le long, à moins qu'on vous demande si vous avez des questions à poser, ben, vous levez la main, puis là, vous pourrez débloquer votre micro pour pouvoir poser votre question. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre premier intervenant, qui est Alexandre Parent, avec lequel on a travaillé déjà pour la planification annuelle et avec qui on a travaillé pour ce programme-là là, qu'on vous présente ce soir. Puis ce document-là, sur lequel c'est basé ce soir, sera disponible aussi après la conférence. En début de semaine prochaine, un document papier. Il devrait être disponible. Puis la vidéoconférence, on va la rendre disponible aussi. Et on a notre équipe de la commission des entraîneurs. En fait, l'idée vient d'eux de faire ce document-là. Et on a 3 membres du comité de la commission des entraîneurs, dont Myriam Laroche-Graton. On a Samuel Chagnon et John-Yann Leblanc qui travaillent sur des capsules vidéo. Ça va être des courtes capsules qui vont être en lien avec ce qu'on va parler ce soir. Alors, sans plus tarder, Alexandre, attendez, je vais quand même présenter Nathalie Martin, qui va aussi faire la partie sur glace. Elle va vous parler de comment se préparer sur la glace, puis Alexandre va faire les préparations hors glace. Alors, voilà. Ben, merci beaucoup, Diane. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par partager l'écran, qu'on puisse voir l'information pour aujourd'hui. OK. Donc, vous voyez, j'imagine, mon écran. Ça fonctionne? Parfait. Donc, je me présente rapidement. Comme Diane l'a mentionné, je m'appelle Alexandre Parent. Je suis kinésiologue de formation, préparateur physique. Puis je m'intéresse beaucoup entre autres, au patinage artistique. Oups. Au patinage artistique, j'ai eu la chance de travailler, entre autres, avec l'équipe de Patinage Québec sur le MDA, travailler sur la planification annuelle. Là, aujourd'hui, on a travaillé en équipe encore pour préparer un document de planification de retour à l'entraînement. Donc, voilà. En fait, avant même d'aller plus loin, là, je pense que pour rendre cette formation-là intéressante, n'hésitez pas pendant la discussion à intervenir, levez la main, écrivez des questions dans le chat, on va prendre le temps d'y répondre le plus possible de façon interactive. Je pense que ça va ajouter du dynamisme dans tout ça. À un moment donné, vous allez être tanné de m'entendre parler sinon. Donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous présenter ce document-là, de faire un survol, de le vulgariser, d'avoir une opportunité de se parler de vive voix, peut-être pour clarifier des choses, s'assurer de bien comprendre certains termes qui, des fois, peuvent paraître un peu complexes, puis bon, on passe à côté, puis on ne se pose pas plus de questions. Donc, aujourd'hui, c'est une opportunité, je pense, de mettre tout ça en commun, puis de prendre le temps d'en discuter. Je pense qu'on a chacun notre façon notre langage en préparation physique sur la glace. Je pense que c'est une opportunité de mettre tout ça en commun. Puis évidemment, l'objectif de ce document-là, c'est d'apporter un guide, un outil de soutien qui se veut qui se veut sain et durable. Donc, l'objectif premier à travers tout ça, c'est d'offrir des outils qui vont durer dans le temps, qui vont permettre à vos jeunes, à vos athlètes de faire un retour qui est sécuritaire puis durable dans le temps. Il y a à peu près 5 minutes qu'on va prendre en commençant où il va être question un peu de statistiques, un peu de science, mais l'idée, c'est de prendre seulement 5 minutes, de les exprimer, de vraiment conceptualiser c'est quoi qui se passe avec l'arrêt de l'entraînement. Puis après ça, on n'en reparle plus, puis on va vraiment aller plus dans du concret puis dans la vulgarisation de tout ça. Fait qu'il faut comprendre qu'au moment où peu importe qui en réalité là, va s'arrêter de bouger ou va arrêter de s'entraîner, il y a une diminution de plein de trucs. Puis je vous en énumère quelques-unes qui vont peut-être nous surprendre, puis tant mieux si ça nous surprend, ça va nous permettre de s'assurer que le retour va se faire de la bonne façon, puis qu'on va y réfléchir durant le retour à l'entraînement.
Donc, ce qui a été mesuré, c'est différentes études, en fait, c'est 3 études. Ce qui a été mesuré, c'est que jusqu'à 4 semaines d'arrêt d'entraînement, il peut y avoir jusqu'à une diminution du cardio de 4 à 14 %. Fait que ça, c'est une première chose. Donc, dans les 4 premières semaines de désentraînement, ça peut aller jusqu'à presque 15 % de diminution. Ensuite, au niveau du volume du muscle, donc au niveau de l'atrophie musculaire, qui veut dire un muscle qui va perdre de sa grosseur, il peut y avoir une diminution de 5 à 10 % de ce volume-là s'il y a un arrêt. En fait, s'il y a une immobilisation de la jambe. Encore là, c'est toujours sur 4 semaines. Donc, dans les 4 premières semaines, ça peut aller de 5 à 10 %. Puis qui dit volume du muscle dit aussi perte de force, donc perte d'énergie dans ce que vous faites. Fait que ce n'est pas nécessairement une perte de poids. Là. On parle vraiment d'une perte d'efficacité musculaire. Et finalement, il y a une autre étude qui allait mesurer au niveau des 2 premières semaines d'arrêt complet au niveau des qualités physiques. Donc, il y avait une diminution qui allait jusqu'à 15 % au niveau de la force maximale. Au niveau général, au niveau du corps en général, une diminution jusqu'à 10 % de la puissance musculaire. Donc là, on parle de la hauteur de saut, on parle dans votre sport notamment de ça. Et il y a une diminution énorme qui va jusqu'à 42 % de la vitesse de la commande motrice. La vitesse de la commande motrice, là, c'est le système nerveux, c'est le cerveau. C'est toutes les tâches qui demandent un travail de coordination, tous les mouvements complexes, tous les mouvements, les habiletés qui sont complexes dans votre sport, mais aussi toutes les choses qui demandent de la vitesse, qui demandent une réaction rapide, qui demandent un réflexe rapide. Donc, ces choses-là, c'est les éléments qui sont les plus affectés. Mais heureusement, c'est aussi des choses qui reviennent assez rapidement. Puis là, ben, c'est entre autres pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour être capable de mesurer cette progression-là, puis de s'assurer qu'on le fait de la bonne façon. Terminé pour la partie statistique. Les objectifs, il y en a plusieurs par ce document-là. En fait, les objectifs sont les suivants. Je pense que la priorité pour tous nos athlètes, c'est de s'assurer qu'au moment où ils vont rembarquer sur la glace ou ils vont faire un retour dans vos contextes de sport, c'est que le plaisir soit au rendez-vous. C'est vraiment de s'assurer que le retour se fait de la bonne façon puis que le plaisir est là. De s'assurer que c'est quelque chose qui se fait, qui est durable dans le temps. De s'assurer aussi, puis le troisième point pour moi, je pense que c'est une chose qui est super importante. Si l'athlète revient sur la glace, puis il n'y a rien qui fonctionne, puis on s'acharne, puis ça ne fonctionne pas, puis ça ne fonctionne pas, puis ça ne fonctionne pas, bien, il y a nécessairement une perte de motivation, il y a un sentiment d'incompétence, il y a un sentiment de ça ne reviendra jamais. Fait que ce document-là, aujourd'hui, il est vraiment en partie là pour ça, pour augmenter le sentiment de compétence des athlètes, s'assurer qu'on le fait de la bonne façon, puis qu'ils vivent des succès à chacune des étapes. Tantôt, vous allez voir, on va se séparer en 3 groupes, en 3 stades, le retour à l'entraînement, puis ça va être de s'assurer que chacun de ces stades-là est réussi. Puis pour ça, ben, l'athlète va devoir vivre des succès à travers le cheminement. Bon, évidemment, d'augmenter puis de maintenir la motivation au fil du temps, je pense que c'est quelque chose qu'on souhaite tous. Minimiser les risques de surentraînement. Tout à l'heure, on va définir un petit peu c'est quoi le surentraînement, mais l'intention derrière ça, c'est de bien comprendre que dès le départ, on ne peut pas retourner au volume d'entraînement qu'on faisait avant l'arrêt parce qu'on peut mener en fait à un surentraînement. D'offrir quelque chose, un document en fait qui est un soutien applicable. Tout à l'heure, on va aller vraiment dans du concret, des exemples bien précis, se donner j'aime pas utiliser le mot recette, mais se donner une espèce de recette pour ce retour à l'effort-là. Et évidemment, ben, un des points centraux, c'est de diminuer les risques de blessures qui peuvent être dus à, comme on l'a mentionné, à une diminution des capacités autant cardiovasculaires que musculaires puis neuromusculaires. Donc, toutes ces pertes-là doivent être prises en compte dans notre retour à l'entraînement. Moi, je vais vraiment aujourd'hui faire en fait, mon vocabulaire puis ma façon d'intervenir aujourd'hui va être très axée sur ce qui se passe en dehors de la glace. Puis Nathalie, tantôt, va réenchérir. Puis on va vraiment faire le tremplin entre les deux. On note énormément de similitudes entre ce que je vais vous proposer et ce que Nathalie va vous proposer tout à l'heure. Je pense que tous les concepts vont se rejoindre, même si c'est, bon, il y a une partie qui est à l'extérieur de la glace puis une autre partie qui est sur la glace.
Donc, de manière générale, là, il y a 5 sujets qu'on va toucher aujourd'hui. Il va y avoir nécessairement des principes d'entraînement que je vais vous proposer de respecter dans votre retour. Je vais vous présenter aussi 3 phases de réintégration à l'entraînement. On va discuter de comment faire progresser les paramètres d'entraînement, donc la durée, l'intensité, le nombre de répétitions, quels exercices on fait. Donc, on va discuter de ça. On va également discuter de données de suivi, des données de suivi autant objectives que subjectives. Donc, ça veut dire autant dans les perceptions de l'athlète que dans vos perceptions à vous, dans votre œil à vous sur la glace, votre jugement à savoir est-ce qu'il progresse, est-ce que je suis dans le bon stade. Donc, toutes ces choses-là et des données qui sont plus objectives. Donc, OK, il a réussi tel élément. OK, il y a des choses qui sont plus objectivables. Donc, on va se donner des données à suivre. Et puis, on va aller dans du concret où là, on va vous présenter un programme d'entraînement qui est progressif et évolutif pour se donner des idées dans notre retour à l'entraînement. Si soit Nathalie ou Diane, s'il y a des questions, faites-moi signe pendant que je parle. Interrompez-moi. Donc, plus concrètement, voici les 3 stades qu'on a identifiés. Je vous les explique grosso modo avant d'aller plus en détail. Donc, le premier stade qu'on a identifié, c'est vraiment le stade où, en fait, c'est avant l'introduction sur la glace. Donc, toute la partie où peut-être pour certains, ils n'ont pas encore accès à la glace, toute la partie qu'on peut mettre en pratique sans être sur la glace. Donc, reconditionner notre corps, la préparation physique, la mise en condition, le conditionnement physique, on a chacun nos termes, mais tout ça, pour moi, ça va dans la même famille, puis ça fait partie de la préparation générale. Donc, c'est le stade avant le retour sur la glace. Ça inclut seulement la portion hors glace. Il y a toute une partie où le corps doit se réhabituer. On doit repartir nécessairement un petit peu en arrière parce qu'on a arrêté. Puis on doit rebâtir notre musculature, rebâtir notre cardio, notre flexibilité, tous ces éléments-là qui sont nécessaires à un jeune sportif en patinage artistique. On a identifié que ce stade-là devrait prendre de 6 à 8 semaines. Là, faites-vous-en pas. Ceux qui se disent « Oh, attends, là, moi, il embarque sur la glace, je ne peux pas prendre 6 à 8 semaines. » Tout à fait, vous avez raison. Puis juste après, on va identifier, je vais vous aider à identifier vos athlètes dans quel stade ils sont. On n'aura pas tous à recommencer au stade numéro 1, à la semaine numéro 1. Ça, c'est important de le comprendre. On va devoir identifier à quel moment, à quel point dans mon échelle de stade 1 à 3, mon athlète va reprendre. Le stade numéro 2, on l'appelle le stade de préparation spécifique. On a identifié que c'est un stade qui devait prendre de 3 à 6 semaines. C'est le stade qui implique le retour sur la glace. Donc là, il va devoir y avoir une belle coordination entre ce qu'on va continuer à faire en dehors de la glace pour continuer à se préparer physiquement, puis toute la partie réintroduction sur la glace aussi. Donc, les deux vont devoir se faire de façon complémentaire. Puis tout à l'heure, encore une fois, on va aller plus en détail là-dessus. Et puis finalement, le dernier stade, on ne passera pas énormément de temps sur cette portion-là parce que c'est le retour à la normale. C'est le stade qui va représenter le retour à une condition physique, puis une technique sur glace qui est adéquate pour une reprise des activités normales. Ce que ça veut dire, c'est à ce moment-là, le moment où vous allez me dire Alex, je suis au stade numéro 3, c'est que physiquement, au niveau cardio, au niveau musculaire, au niveau habileté puis technique sur la glace, bien, vous êtes revenu au point où vous étiez quand la COVID nous a arrêtés ou quand vous avez arrêté la pratique de votre sport. Fait que ça, grosso modo, c'est notre plan de match pour la suite. Donc, première tâche. Je ne sais pas si vous voyez Voyez-vous, Nathalie, excuse, là, voyez-vous quand il y a des gens qui entrent dans la waiting room? Parce que moi, ça me cache mon écran. Le voyez-vous, vous? Moi, je ne le vois pas parce que c'est Diane qui doit le voir. Oui, je les vois, puis je les admets. Excellent. Puis je vais être certain que personne ne le voyait non plus parce qu'on ne voyait pas le titre. Bon, excellent. Good. Avant toute chose, bien, c'est important, comme je l'ai mentionné tantôt, d'identifier où est-ce qu'on commence, de où on part, pour après ça se tracer un chemin vers le retour à la normale.
On va rendre ça simple. Puis, tu sais, évidemment, il y a des particularités, il y a des contextes différents. Peut-être que dans votre contexte à vous, ce ne sera pas aussi simple, mais l'idée, c'est de vous donner des repères très clairs, très précis et très simples pour identifier de où on part. Pour nous, si on est au stade numéro 1, ce que ça implique, c'est qu'au cours des 2 derniers mois, votre jeune, votre athlète faisait de 0 à 2 activités par semaine à faible intensité. Fait qu'un jeune qui dit, moi, soit que je faisais rien ou je jouais un petit peu à des jeux avec des amis ou peu importe, puis c'était pour le fun, puis c'était rien d'intense. Je faisais ça une fois par semaine. Identifier qu'on commence au stade numéro 1. Si on est au stade numéro 2, ce que ça implique, c'est qu'au cours des 2 derniers mois, on faisait de 2 à 3 entraînements, c'est pas vrai, 2 à 3 activités physiques, parce que ça peut être n'importe quel type d'activité physique. Puis ça incluait une activité qui était plus vigoureuse, fait une activité plus intense. Encore une fois, il faut faire appel à notre jugement pour déterminer si c'était vigoureux ou pas. Et puis, si on décide de commencer au stade numéro 3, ce que ça implique, c'est qu'au cours des 2 derniers mois, vous n'avez pas arrêté de patiner. Puis vous faisiez la même fréquence, la même intensité, le même volume d'entraînement. Vous avez eu l'opportunité de ne pas arrêter. Ce qui est pour la plupart de nous qui sommes au Québec, pas le cas actuellement. Donc, déjà, je pense que l'idée, c'est d'essayer de se situer, à savoir, je suis au stade 1, stade 2. OK, je considère que je suis dans le milieu du stade 1. Donc là, c'est de se faire une tête un peu sur tout ça avant d'aller plus loin. Alexandre, c'est Nathalie. Ouais. Est-ce que on pourrait utiliser ce même genre de retour à l'entraînement-là suite à une blessure? Ben oui, tout à fait. Tu sais, tantôt, là, dans les statistiques, la différence entre puis la blessure, ça dépend. C'est une bonne question, Nathalie. La blessure, en fait, ça dépend. Elle est où? Si je me brise un poignet puis je ne peux pas aller patiner, mais que je peux faire autre chose puis que je le fais, bien, effectivement, dans ce cas-là, je peux peut-être déterminer que je suis au stade 2 dans mon retour à l'entraînement. Si je me casse une jambe puis je ne fais plus rien, bien, effectivement, que je suis au stade 1. C'est un bon point. Puis, oui, excuse Nathalie, vas-y. Puis, je pense que c'est important aussi de mentionner que tous les patineurs stars qui ne patinent pas nécessairement durant l'été habituellement, autre que la COVID, là, si on fait abstraction de la COVID cette année, mais que dans les années à venir aussi, ils arrêtent après le spectacle en avril, puis recommencent seulement en septembre. Bien là, on peut utiliser ce plan de retour à l'entraînement-là. Effectivement. Puis, en réalité, là, tous les athlètes, peu importe le niveau, il devrait y avoir une période d'arrêt dans l'année. Il devrait y avoir à chaque année, c'est une espèce de cycle qui revient, il devrait y avoir ce retour-là qui se fait, qui va peut-être être plus raccourci dans certains cas, mais effectivement, très bon point. Fait que blessure, retour de COVID, qu'on espère que c'est la dernière fois, et retour, j'ai eu un arrêt 1 mois, 2 mois où je n'ai pas fait de patin, bien, ce document-là, puis ces principes-là devraient être respectés, effectivement. Merci, Nathalie. On rentre un petit peu plus dans le concret. Okay? Puis gardez en tête, là, vous allez l'avoir, ce document-là. On parlait de recettes tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de vous donner des points de repère. Donc, quand on est dans le stade 1, puis qu'on parle de faire des exercices qu'on va voir tout à l'heure, des exercices de renforcement, des exercices de flexibilité, des exercices d'équilibre, toutes ces choses-là là, que vous voyez hors de la glace, dans le stade 1, au niveau du volume, ce qui devrait être fait, c'est qu'au début du processus, donc dans les premières semaines du processus, le volume devrait être bas. On revient de rien faire. Donc, ça fait X semaines, X mois qu'on ne fait rien, le corps est désentraîné, il faut nécessairement partir de plus bas. Donc, le volume va être bas. C'est spécifique à chaque personne, mais pour moi, bas, ce que ça représente, c'est 2 à 3 séries, à peu près 8 à 12 répétitions, puis la durée va être autour de 30 à 45 minutes. Évidemment, vous pouvez l'adapter. Si la première fois que je le fais, ça dure 15-20 minutes, parfait, on y va en progressant. Puis vers la fin de ce stade-là, l'idée, c'est que le volume augmente. Donc, au début, le volume est bas. Vers la fin du 6 à 8 semaines, le volume d'entraînement va être plus élevé. Donc, on va aller vers du 3 à 4 séries, 12 à 20 répétitions. La durée va augmenter de 45 à 60 minutes dans ce qu'on peut faire en dehors de la glace.
L'intensité maintenant. L'intensité, c'est un peu le même principe pour le stade 1. L'intensité va être basse au départ et puis elle va augmenter vers une intensité qu'on dit moyenne. Désolé pour une petite faute là. Moi, j'utilise beaucoup dans l'entraînement les perceptions de l'effort. Les perceptions de l'effort, ils viennent de l'athlète. De demander à votre athlète le niveau de difficulté durant la séance, après la séance, je pense que c'est une chose qu'on doit faire. Donc, de demander la perception de l'effort de 0 à 10, ça peut être une façon de faire. Il y en a qui utilisent le facile, moyen, difficile. Mais d'avoir cette information-là sur l'athlète, c'est à peu près la meilleure façon de déterminer si on évolue de la bonne façon ou pas. Si, par exemple, je fais faire un entraînement à mon sportif, puis que une semaine plus tard, je lui refais faire la même chose, puis il trouve ça plus facile, c'est signe qu'il y a un progrès. C'est pas scientifique, mais il n'y a rien à mes yeux, il n'y a rien de plus concret que ça. OK? Puis maintenant, au niveau exemple, par exemple, si je fais faire un travail qui est cardiovasculaire, dans un stade numéro 1, on ne voudrait pas que les fréquences cardiaques excèdent 70% de leur maximum. S'il y en a qui utilisent des montres, les Fitbit, les Apple Watch, tout ça, c'est des informations qui sont données sur ces appareils-là. La fréquence, le principe est le même. On commence à basse fréquence, donc 2 fois par semaine. On peut aller étirer vers du 4 fois par semaine selon les cas, selon comment sont les perceptions de nos athlètes. Puis les types de mouvements qu'on va prioriser, c'est des mouvements qui sont plus généraux. Il y a vraiment un enjeu dans cette phase-là où on va prioriser la variété. On va vouloir que l'athlète développe un grand répertoire de mouvements, qu'il n'y ait pas une surutilisation à force de refaire le même mouvement qui sollicite les mêmes muscles. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là de créer beaucoup de variété, créer beaucoup de nouveaux patrons moteurs, de nouvelles acquisitions techniques, puis de s'assurer qu'il y a un équilibre dans ce qu'on fait. Donc, un équilibre, ça veut dire autant les qualités de force que les qualités de flexibilité, que le core ou le travail de gainage soit fait. Donc, cet équilibre-là au niveau musculaire. Stade numéro 2 maintenant. Donc, on est passé du volume dans le stade numéro 1 qui était de bas à moyen. On reprend un volume qui est moyen, puis on va l'amener graduellement vers un volume qu'on dit spécifique. Un volume spécifique, quand vous allez voir dans la présentation le terme spécifique, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il se rapproche de notre réalité de compétition, notre réalité normale. Donc, dans ce cas-ci, un volume normal, c'est une durée de temps qui va être plus proche de vos séances que vous faites en général, donc qu'on va retrouver dans le stade 3. Donc là, c'est du cas par cas, encore une fois. L'intensité, maintenant, on va reprendre une intensité qui est modérée élevée. On va l'amener vers du travail qui est spécifique. Encore une fois, spécifique, c'est de ramener l'athlète dans un contexte qui va se rapprocher de ce qu'il fait en réalité. Puis, pour le rendre plus concret, là, quand je vous dis ce qu'il fait en réalité ou ce qu'il fait normalement, ramenez-vous à ce que vous faisiez avant le COVID. Où est-ce qu'on en était quand on se rapprochait de faire des programmes, des solos, ces choses-là? Ramenez-vous à cette réalité-là. Donc, à cette étape-là, les perceptions de l'effort vont augmenter graduellement jusqu'à des efforts qui vont être très intenses, où là, on veut se rapprocher d'un retour à la réalité. Fréquence, 3 à 5 fois par semaine. On va inclure dans ça la reprise sur glace. Et puis, le choix des mouvements va être beaucoup plus spécifique. Donc, on va réintégrer graduellement des sauts dans l'entraînement en glace. On va réintégrer du travail qu'on dit unilatéral ou sur une jambe. Toutes les tâches qui sont sur glace. Et voilà, les amplitudes de mouvement également. Donc, un travail dans des amplitudes qui sont proches des mouvements que vous faites sur glace. Ça va pour cette partie-là. S'il y a des questions, encore une fois, vous ne vous gênez pas, vous les posez. Ici, vous allez voir dans le document qui va vous être envoyé, il y a 4 ou 5 pages de mouvements qui sont là, qui vous sont présentés, qui sont là pour vous aider à créer de la variété dans ce qu'on fait.
en fait. Donc, il y a 3 principes. Je reviens au principe de variété. Là, il y a différents mouvements. Je ne vous les ferai pas, je vous les expliquerai pas forcément là, un après l'autre. L'idée, c'est d'avoir cette banque-là, de pouvoir aller piger dans cette banque de mouvements-là durant vos entraînements. Mais variété, important. Équilibre musculaire, ce qui veut dire pas juste travailler le bas du corps, pas juste travailler les abdos, pas juste travailler le haut du corps. Aller chercher un équilibre musculaire dans tout ce que vous faites. Puis s'il y a une chose qui est importante dans notre regard, parce que bon, souvent, on ne sait pas quoi regarder. On fait faire les mouvements, mais c'est quoi nos repères, c'est quoi nos critères? Moi, ce que j'utilise, c'est des repères posturaux qu'on appelle. Des repères posturaux, c'est 4-5 critères qu'on va retrouver sur à peu près tous les mouvements qu'on va faire, puis qui sont relativement simples. Je vous les nomme, puis si vous voulez qu'on aille plus loin ou si ce n'est pas clair, ben dites-moi là, parce que ça, ce n'est pas là dans ce document-là. Mais grosso modo, là, il y a 5 choses. Puis si on part d'en haut et on descend, là, pour moi, là, la position de la tête, ça veut dire qu'elle est dans le prolongement du corps. Fait que la tête n'est pas en flexion, elle n'est pas en extension quand on fait des mouvements. Ça, c'est une chose à adopter. La position du dos. Le dos, nous, on dit une position neutre. Si on fait faire, par exemple, un push-up, il y en a qui vont avoir déjà observé des ailes de papillon. Fait que ça, c'est une chose qu'on veut éviter. Les ailes de papillon, ça veut dire que les omoplates, ils décollent. Oh, oui. Le dos qui crée des grandes... Le dos qui crée des grandes courbures dans le bas du dos ou des dos qui sont à l'inverse très, très ronds. Mais ça, c'est des choses qu'on va essayer d'éviter durant l'entraînement. Jusque-là, on a 3 critères. La position de la tête, la position des épaules, la position du bas du dos, qui est souvent un enjeu très, très, très important dans les cas de sport artistique. La position des genoux. Comme repère, moi, ce que je me donne là, de manière grossière, là, le genou devrait à peu près être aligné avec ton deuxième orteil dans ce que tu fais. Donc, les genoux ne devraient pas être vers l'intérieur ni trop vers l'extérieur. Il devrait y avoir un alignement entre les orteils, les genoux, les hanches. Puis finalement, on devrait avoir un poids qui est équilibré sur nos pieds. Normalement, le poids là, devrait être réparti autant sur l'avant du pied que sur l'arrière du pied. Donc là, je t'ai nommé 5 critères. Ces 5 critères-là pour tous les mouvements que tu vois sur cette page-là, mais également sur tous les mouvements que tu vas voir dans le document, c'est des critères qui reviennent. Donc, on n'a pas à avoir des points de repère différents pour les 2000 sauts, les 2000 mouvements qui existent. C'est vraiment les mêmes repères qui vont revenir de manière générale. Donc, si ça peut vous guider puis vous sécuriser dans votre prescription, je pense que c'est ça. Voilà. Nathalie, oui? Oui, moi, en fait, c'est les exercices qu'on a ressortis, c'est quand même des exercices de base, mais on peut les réutiliser en ajoutant des genres d'élastiques pour donner comme une résistance avec ces mouvements-là. Puis tu peux faire une progression de cette façon-là. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a toujours le mouvement de base qu'on peut progressivement monter en difficulté tout au long du parcours de l'athlète. Puis ce qu'on s'est fait dire lors de la commission, comme Diane l'a mentionné, c'est qu'à un moment donné, les entraîneurs manquaient d'imagination ou ils trouvaient que ça revenait toujours au même. Alors nous, dans ce document-là, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment donner des idées, mais gardez toujours en tête que selon l'évolution ou selon la capacité physique de votre athlète, selon son âge, selon ce qu'il est habitué de faire en développement de l'athlète, mais là, vous pourrez ajuster ces exercices-là. Tu peux prendre le même exercice, mais en mettant une résistance quelconque avec des genres d'élastiques assez larges, là, puis il y en a de différentes forces. Donc, tu peux réutiliser tout ça, là. Fait que ça vous donne au moins une idée. Pour faire du pouce là-dessus, on a intégré dans le MDA, dans le nouveau MDA, une pyramide. Une pyramide qui explique exactement ce que Nathalie vient de mentionner. Comment on peut faire progresser un même mouvement. Fait que la première étape de la pyramide, c'est d'amener un aspect d'instabilité. Fait que le faire sur une autre surface, le faire sur un coussin, le faire sur une jambe, etc. Ensuite, il y a la partie coordination. Donc, amener un autre élément, faire bouger les bras en même temps de façon quelconque. Après ça, il y a, là, je ne les ai pas dans l'ordre, je vais de mémoire, mais l'amplitude de mouvement. Donc, le squat, on va travailler à aller un petit peu plus bas. Ensuite, il y a la vitesse. Donc, amener un élément de vitesse, demander de remonter rapidement durant
durant le mouvement. Il y a le volume, donc d'aller augmenter le volume. Puis à la fin, il y a l'intensité, donc l'intensité ou la charge la charge externe. Donc le squat, on va te faire prendre un poids de 5 livres, un poids de 10 livres, on va augmenter. Donc il y a toute cette espèce de pyramide-là qui est pour un même mouvement, pour un squat, on peut l'amener, on peut passer 6 mois. Pour la motivation, faites pas ça, là. Mais on pourrait passer 6 mois à faire ce mouvement-là, mais de façon différente, qui le stimulerait autant, puis qui créerait des changements puis une progression quand même, là. On n'a pas besoin de nécessairement réinventer la roue toujours. Autre idée pour stimuler notre imagination, des circuits d'entraînement. Donc, des circuits où on aurait différentes tâches à faire, puis dans tout ce qui est proposé, il n'y a aucun matériel. Donc, c'est des choses qui se font à côté de la glace qui peuvent se faire dans votre contexte à tous, là. Fait que ça, c'est un exemple qui va également. Aussi. Par Zoom, si on s'en va vers une troisième vague où est-ce qu'il y aura du reconfinement, mais on pourra refaire des Zooms. Je pense à Québec, Outaouais, aujourd'hui, je pense qu'ils vont se remettre à faire des Zooms, mais vous aurez du nouveau matériel pour vous aider un peu à passer au travers cette période-là. Merci, Nathalie. Aïe, aïe, aïe. Fait que voilà. Puis là, il y a différents mouvements qu'on vient de présenter, mais il y a 4-5 pages, je crois, là, dans le document, variété de mouvements. Puis gardez en tête la pyramide. Si vous avez besoin que je les renomme tantôt, les différents éléments, mais il y a manière, avec très peu de matériel, de stimuler puis de progresser à travers un même exercice ou à travers un bassin de mouvement restreint. Les choses en fait, les principaux principes d'entraînement qui vont être importants de respecter dans ce retour à l'entraînement-là, puis autant sur la glace que hors de la glace, bien, c'est les suivants. Si vous avez eu l'opportunité dans le passé de faire une évaluation de la condition physique de votre jeune, vous avez fait faire des tests, vous l'avez fait sauter, vous avez mesuré la hauteur, vous avez fait faire un test cardio, bien, actuellement, c'est une super belle, c'est un super beau moment pour les retester. Il y a moyen, si votre athlète est dans un contexte compétitif, de le faire de manière plus précise, plus exhaustive, de venir nous voir, on le fait, on mesure des choses plus précises, mais il y a moyen de le faire chez vous, par vous-même aussi. Puis tout à l'heure, je vous donne un espèce de protocole simple, si vous voulez, si vous n'utilisez pas déjà des tests physiques, que vous allez pouvoir utiliser. À la fin, il est dans le document, je vais pouvoir vous le présenter. Mais d'avoir une idée puis un point de repère initial de où est-ce qu'on part, c'est une super bonne chose à faire. Un, ça nous permet de peut-être déceler des lacunes qui sautent aux yeux. Puis deux, ça va vous permettre dans quelques semaines, dans quelques mois, d'évaluer la progression. Est-ce qu'il y a eu progrès ou il n'y a pas eu progrès? Puis s'il n'y a pas eu progrès, bien pourquoi? Donc, évidemment, une progression puis une surcharge qui est progressive. Ça, ce que ça veut dire, c'est que commençons par acquérir techniquement les mouvements. Assurons-nous que c'est bien acquis. Faisons les mouvements de la bonne façon. Puis après ça, progressons. Un peu comme on l'a mentionné tantôt, l'espèce de pyramide, mais progression dans le volume, dans l'intensité de ce que vous faites. Mais ça, super important. On est toujours mieux de commencer un petit peu plus en arrière, puis à la limite de sauter rapidement des étapes, que de faire l'inverse, de partir trop rapidement, puis de se rendre compte à mi-chemin que Colin, on a développé des blessures. Colin, ça ne tente plus, il n'est pas motivé. Faisons ce petit pas-là en arrière, ça va juste être bénéfique, okay, en général pour les athlètes. Oui, parce que si tu me permets, oui, Alexandre, là-dessus, tu sais, on sait que vu que l'année est comme en stop and go, on y va, on arrête, on recommence, on arrête. La dernière chose qu'on veut pour les athlètes, c'est qu'ils soient arrêtés à cause de blessures, en plus de l'arrêt à cause de la pandémie. Fait que, tu sais, ça, on en a discuté beaucoup, Alexandre, moi et Diane, à se dire, bien, il faut absolument qu'on ait mieux de commencer un petit peu plus lent. C'est mieux d'être un peu trop lent, mais d'arriver à destination que d'être obligé d'aller un petit peu trop vite puis d'être obligé de reprendre une pause. Donc, ça, c'est vraiment important, là, ce qu'Alexandre vient de dire, de prendre un pas de recul pour mieux avancer après. Puis on va le voir sur la glace, ça va être la même chose tantôt. Puis la meilleure façon, je pense, de déterminer si la progression est adéquate,
encore une fois, puis on le répète, puis je sais que Nathalie va le répéter tout à l'heure aussi, mais c'est poser la question à votre jeune. Quand il s'entraîne, comment ça se passe? C'est-tu facile? C'est-tu dur? Tu des inconforts? Tu des blessures? Tu quelque chose qui se passe? Ça va bien? Parfait? Demain ou le surlendemain, on va essayer un petit peu plus. C'est comme ça qu'on progresse. Puis vous le vivez déjà inconsciemment. Fait que sans mettre des... Là, on met des mots sur ce que vous faites déjà. Là, maintenant, c'est d'arriver à le mesurer un petit peu mieux. Fait que posez la question à votre athlète. Vos yeux vont vous donner de l'information, ce que vous allez voir, y a-tu l'air fatigué ou il n'a pas l'air fatigué, mais de poser la question à l'athlète, il n'y a pas meilleur feedback généralement que ça. Puis voilà. Intégrer de la variété, moi je pense que surtout dans le stade numéro 1, le choix des mouvements importe peu. On veut les faire de la bonne façon, mais on veut se développer un grand répertoire de mouvements. Retrouver tout ce qui est neural, tout ce qui est système nerveux, on veut pouvoir réactiver ça. Et entre autres aussi pour éviter la surutilisation. Si le jour 1, on recommence à sauter en se disant vite, il faut qu'il revienne rapidement à sauter aussi haut qu'il sautait, ben, on se tire dans le pied. C'est sûr qu'on va se retrouver avec des problèmes plus tard. Une récupération adéquate. J'en ai pas parlé tantôt de récupération, mais au début, on va nécessairement avoir besoin de plus de récupération parce qu'on revient. Donc, nécessairement, soyons à l'écoute aussi de comment les athlètes se sentent. Demandons-leur, puis adaptons notre intervention. Puis le dernier point, c'est la périodisation. La périodisation, là, on n'ira pas dans le détail, mais tout à l'heure, on a parlé, on a dit, hey, cette période d'arrêt-là, à nos yeux, c'est comme une période de transition. C'est comme quand je me blesse, donc j'ai une période d'arrêt forcé. C'est comme quand j'ai un été où j'arrête de patiner puis je reviens en septembre. Donc, la périodisation, ce qu'elle dit dans ces contextes-là, c'est que quand on revient, il faut repartir en arrière. Il faut faire un petit step back en arrière, s'assurer de consolider les choses qu'on juge simples, mais s'assurer là, qu'on les maîtrise. Fait que réévaluer réévaluer la base en réalité, c'est vraiment ça. Puis ensuite de progresser vers un volume plus important, vers une intensité plus importante. Puis après ça, ben, on est prêt à retravailler fort. OK? Fait que ça, c'est important à bien saisir. Là, je vais passer quand même rapidement dans ces parties-là parce que c'est un peu les définitions un petit peu plus spécifiques, puis rentrer un petit peu plus dans le détail de c'est quoi qui se passe dans ces stades-là. Donc, le stade 1, l'objectif, on en a parlé tout à l'heure, mais on est en dehors de la glace. On veut vraiment rehausser la condition physique. On parle de force-endurance, de stabilité, de mobilité. Proprioception, c'est de se retrouver dans l'espace, les yeux fermés, tu es capable de bouger les bons segments aux bons endroits, en équilibre sur une jambe. La flexibilité, l'endurance aérobie, alias le cardio. On garde en tête dans ce stade-là qu'on reste global dans notre réflexion, donc c'est des mouvements qui sont généraux. L'équilibre musculaire, c'est une priorité. Ne soyons pas spécifiques. Donc, n'allons pas vers des mouvements qu'on veut reproduire parce que dans mon programme, il va sauter. Fait que je veux qu'en dehors de la glace, il saute. On est vraiment dans un travail qui est plus général dans cette phase-là. Puis là, bien évidemment, on a mis plus de détails dans le document au niveau de qu'est-ce qui devrait être inclus dans notre activation, au niveau des qualités musculaires, au niveau des qualités cardiovasculaires. Mais je ne pense pas que là, ça soit si important d'aller autant dans le détail là. Je pense qu'il faut il faut comprendre l'essentiel de ces différents stades-là. Le stade numéro 2, l'objectif, c'est de s'assurer du retour sur la glace parce que là, on va rembarquer sur la glace, s'assurer que c'est sécuritaire tout en augmentant progressivement la charge. Puis là, le gros défi à cette période-là, durant cette période-là, c'est de trouver un équilibre puis une complémentarité entre OK, je veux continuer à faire du hors-glace, parce que je veux continuer à développer ma condition physique, mais là, je vais intégrer du travail sur glace. Donc, comment je fais pour ne pas trop en faire? Encore une fois, votre meilleur ami, ça devient vos yeux, mais surtout les questionnements auprès de vos athlètes. Validez auprès d'eux leur niveau de fatigue, leur perception d'effort. C'est dur comment tu le gères? Ces questions-là sont super importantes. Ils vont nous donner beaucoup d'informations sur est-ce qu'on progresse de la bonne façon ou pas. Donc, encore une fois, un peu plus précisément, qu'est-ce qui devrait se retrouver dans notre activation, qualité musculaire, qualité cardiovasculaire.
Et finalement, on se retrouve à notre stade numéro 3, le retour à la normale, retour en conditions de compétition. Donc, à ce stade-ci, la condition physique, on en a parlé tout à l'heure, devrait avoir été rehaussée de manière significative pour prévenir les blessures futures, puis permettre à l'athlète de retrouver son niveau de performance pré-COVID. Finalement, donc pour conclure, il faut pas précipiter les choses. Ça, je pense que c'est le meilleur conseil. N'oubliez pas, là, écoute, il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'athlètes, ou en tout cas très peu d'athlètes qui vont être contraints de faire des compétitions internationales à court terme. Gardez en tête qu'on a des jeunes qui veulent se développer dans un sport, qui veulent le faire à long terme. Il n'y a pas de presse, on veut l'introduire de la bonne façon, respecter les échéanciers. Ça, je pense que c'est super important. Maximiser le plaisir puis la motivation des jeunes. Ça, je pense que c'est les concepts les plus importants. Puis vous donner un peu d'informations sur les outils qu'on peut utiliser, autres que poser des questions, puis vos yeux à vous. Bien, il existe des outils qui peuvent vous aider aussi, qu'on n'a peut-être pas nécessairement toujours accès, mais quand même. Donc, mesurer l'évolution de la fréquence cardiaque au repos. Ça peut être une chose qui est super pertinente, puis en fait qui est très valide dans le monde sportif, là, dans la science sportive. Donc, si vous demandez à un jeune, là, de plus en plus, les montres intelligentes, ils sont là, ils sont présentes, vous pourriez demander à votre jeune de mesurer la fréquence cardiaque au repos quand il se réveille le matin. Si cette fréquence-là, elle augmente, fait que de jour en jour puis de semaine en semaine, elle augmente, mais c'est généralement un signe qui se fatigue. Si cette fréquence-là, au réveil, elle reste pareille ou même elle diminue, bien, c'est signe généralement que sa condition physique s'améliore. Ça peut être un outil technologique qui peut être super intéressant. L'évaluation des perceptions de l'athlète, ça on en a parlé amplement, l'évolution des symptômes, des blessures de l'athlète. Fréquence cardiaque à l'effort. Donc, une fréquence cardiaque qui serait plus basse pour un même entraînement signifie qu'il y a une adaptation positive. En d'autres mots, si vous faites faire, par exemple, on va l'imaginer très simple, là, je fais faire 1 km de course à 10 km/h aujourd'hui, puis il atteint une fréquence cardiaque de 150, puis je le refais faire dans un mois, puis que sa fréquence cardiaque atteint seulement 140, bien, ce que ça veut dire, c'est que pour la même tâche, son cœur a besoin de travailler moins fort. Donc, il y a eu une adaptation cardiaque, il y a eu une progression, fait que son cardio il est meilleur. Okay? C'est comme ça qu'on peut identifier s'il y a eu progrès ou pas. On peut même monitorer l'évolution du niveau de motivation, le niveau d'intérêt du jeune. Donc, carrément lui poser la question, le niveau d'intérêt, le niveau de motivation, le plaisir et comment. Puis l'évolution des compétences sur glace et hors glace. Donc, vous avez vos propres chartes, vos propres repères. OK, il a réussi telle habileté. Ah, OK, il a réussi tel saut pour mesurer comment il progresse. Puis dans le cas du hors-glace, c'est par les tests physiques que vous avez faits ou que vous avez fait faire par quelqu'un que vous allez pouvoir mesurer si oui ou non il y a progression dans sa condition physique. Et Alexandre, si tu me permets, ça peut être le même genre d'évaluation qu'on peut faire sur la glace. Quand on va être rendu dans le stade 3, par exemple, sur la glace, qu'on va être rendu à refaire des programmes, bon, ben, le cardio et les fréquences cardiaques, c'est aussi bon que le 10 km. Donc, s'il fait son programme, puis que tu mesures la fréquence cardiaque à la fin de son programme versus dans un mois, bien, tu vas voir s'il a amélioré sa partie cardiovasculaire, la même chose, là. Puis, si tu le prends régulièrement chaque semaine, mais tu pourras même essayer de voir quel élément tu peux ajouter dans le programme en t'en allant. Parce que tu vas voir le taux, si tes fréquences cardiaques sont bien trop hautes, mais tu vas dire, OK, je peux pas ajouter d'autres éléments. Il est déjà comme au maximum de sa capacité cardiovasculaire. Fait que je vais le laisser à tel niveau, puis aller progressivement comme ça. Oui, très bon point, effectivement. J'ai mis 2 annexes, je passe rapidement. Tout à l'heure, on a survolé le concept de surentraînement. Fait qu'un peu pour le démystifier rapidement,
c'est quoi le surentraînement. On a dit tantôt là, que le volume peut mener, en faire trop peut mener à du surentraînement. Donc, effectivement, le surentraînement est provoqué par une trop grande charge d'entraînement liée à un manque de récupération. Donc, c'est la combinaison de j'en fais trop puis je ne me repose pas assez. Fait que ça, on est à risque dans un retour à l'entraînement d'en arriver là. Fait qu'il faut faire attention à ça. S'il n'est pas détecté rapidement, le problème, il peut prendre jusqu'à plusieurs mois pour revenir. Donc, c'est pour ça que c'est important de poser des questions. On va tout en faire des erreurs, puis ça se peut qu'on se plante, puis que, oh, Colin, aujourd'hui, on a trop fait. Mais si rapidement, tu as l'information pour le détecter, bien, rapidement, tu vas être capable de pallier à ça, puis ça ne sera pas grave. Une séance trop difficile ou une séance où, Colin, j'en ai trop fait ou j'aurais pas dû. Mais si tu fais une série ou une semaine, c'est pas non plus si grave, mais si tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois où tu t'arrêtes jamais et tu ne te poses jamais la question, c'est là qu'on est vraiment à risque. Puis il est arrivé des situations là, dans plein de sports, vous l'avez probablement vu, mais où l'athlète perd l'intérêt, il arrête son sport parce qu'il n'y a plus d'intérêt, parce qu'il en fait trop, parce qu'il est en surentraînement, entre autres. Fait que ça, je pense que c'est un enjeu qu'on veut adresser. Puis on veut que nos jeunes ils durent jusqu'à qu'ils en fassent toute leur vie du patinage artistique. Donc ça, c'est important. Signes et symptômes communs du surentraînement, fait que c'est des choses qui sont observées de manière régulière. Fréquence cardiaque au repos qui est plus élevée. Tantôt, je vous l'ai dit, là, si le matin, en se levant, la fréquence cardiaque, elle augmente, c'est pas un bon signe. Normalement, une fréquence au repos devrait être autour de 60. Il y en a qui vont aller beaucoup plus bas, là, mais autour de 60, ça peut aller jusqu'à 70 sans problème. La variabilité cardiaque plus faible, ça, c'est un autre outil technologique qui peut être utilisé, qui mesure, je n'irai pas dans le détail, mais ça mesure le niveau de repos du système nerveux. Des pertes d'appétit, perte de poids rapide, perturbation du sommeil, une baisse d'énergie, manque d'intérêt, des changements majeurs au niveau des émotions. C'est toutes des choses qui devraient peut-être sonner des cloches sur OK, il y a quelque chose qui se passe, il faut peut-être l'adresser. Fait qu'il est important de juste les voir, puis c'est ça. Dernière chose, puis encore une fois, je passe rapidement, c'est vraiment fait de manière... ça vient de moi, là, cette charte-là. L'idée, c'est de vous donner des petits repères. Si vous n'en avez jamais fait d'évaluation physique, puis vous dites hey, « j'aimerais ça en intégrer », je vous en propose des tests terrain qui sont vraiment des tests qui ne demandent aucun matériel autre qu'un téléphone pour chronométrer puis un tape à mesurer. Fait que c'est 4 tests qui mesurent la puissance, les capacités cardiovasculaires, la vitesse, puis l'endurance musculaire. Donc, tu as quand même 4 éléments super importants que tu peux mesurer. Fait que le saut en longueur, un test de 10 minutes de course, une planche abdominale, puis un sprint sur 20 mètres. Ça peut être sur 10 mètres, ça peut être sur 30 mètres, mais je vous en ai proposé quelques-uns. J'ai mis des chartes qui sont vraiment là. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, là. Entendez-moi bien, là, mais il n'y a aucun... l'idée, c'est de vous donner des pistes puis de challenger vos jeunes à travers ça. Donc, voilà. Nathalie, je te passe la POC. Moi, je viens du monde du hockey, c'est pour ça. Mais c'est c'est mes termes. Il faut que tu arrêtes ton partage d'écran si tu veux. Ouais, okay, parfait. Je te laisse aller. Avec le mien. Mais il faut que tu me donnes le host. Super. Il arrive. OK. Alors maintenant, on passe à la partie plus sur glace, terrain, comme on dit dans notre langage. Alors, ce qui est important quand on va faire la partie sur glace, c'est faire encore un retour progressif. Fait que moi, ce que je vous conseille, puis ce que je vous suggère, c'est de faire un plan de leçon, le présenter à l'athlète, parce que les athlètes, des fois, on le sait, quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas patiné, ils sont tout excités, ils veulent aller sur la glace, puis tout de suite, ils veulent essayer de sauter, voir s'ils sont encore capables de sauter. Ça, ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors, je trouve que c'est important, peut-être, de les préparer en hors-glace avant, puis leur dire, voici le plan de leçon qu'on va utiliser pour les prochaines semaines. Puis, on va l'adapter en s'en allant, selon le nombre de jours qui ont été à l'arrêt.
comme Alexandre l'a mentionné tantôt, soit le nombre de jours, le nombre de semaines, ou le nombre de mois. Parce qu'il y en a, tu sais, si on prend les adultes, si vous enseignez les adultes, bien, les adultes n'ont presque pas patiné depuis l'an passé. Donc, les clubs ont recommencé tranquillement, mais l'accent n'était pas mis sur les temps de glace aux adultes. Donc, là, on va se dire, il faut évaluer au départ à la clientèle avec laquelle on a à faire, qu'on a coaché. Puis après ça, on dit, bon, mais là, on va faire un plan, puis on leur présente. Alexandre en a parlé beaucoup, c'est le retour à la base pour chaque athlète, peu importe le niveau. Alors que ton athlète soit un star 1 ou que ton athlète soit un senior, tu dois retourner à la base pour la phase 1. C'est super important. Puis là, on va le démystifier tantôt. Comment on a fait pour faire un plan d'entraînement, puis pourquoi on a fait certains choix plutôt que d'autres. Alors ça, c'est vraiment important, mais il ne faut pas avoir peur de repartir complètement en bas de l'échelle puis remonter. Là, après une semaine ou après 2 semaines, là, on pourra sauter des étapes si ça va plus vite que ce qu'on avait prévu faire. Il faut donner le temps aux patineurs de retrouver leur équilibre sur glace, le placement du poids sur leur lame, tu sais, parce que quand ça fait longtemps, il y en a qui se sont entraînés dehors cet hiver, mais ils n'ont pas vraiment patiné sur une glace, une belle glace comme on est habitué. Donc, tu sais, retrouver la stabilité, la sensation de la rotation, hein, le sentiment de rotation, soit par une pirouette ou dans les airs. Leur temps de réaction, Alexandre l'a mentionné, c'est super important parce que le système nerveux est très affecté. Puis nos temps de réaction sont vraiment diminués. Plus longtemps on arrête, plus les temps de réaction sont diminués. Donc, quand on arrive sur la glace, quand on va faire les virages, quand on va faire les pirouettes, quand on va faire les sauts, bien, il faut être capable, avant de faire les sauts, de ramener notre temps de réaction à un minimum qu'on a besoin pour ensuite faire des simples sauts, des doubles sauts ou des triples sauts. Travailler la motricité fine, ça c'est super important aussi pour être capable de faire des changements, tout ce qui est les changements de position des pirouettes, tout ce qui est les sauts, ça va nous prendre vraiment de travailler ça. Puis ça, on va le retrouver dans la base au départ. Ensuite, l'endurance, c'est certain. Puis tout ce qui va après, là, la flexibilité, les extensions, tout ça. Mais le patineur, il repart à la base, puis on va essayer d'y aller toujours progressivement là-dedans. Au départ, ce qu'on suggère, c'est des exercices simples. On va vous présenter des modèles qu'on a travaillés. Karine Lachance a travaillé sur les modèles de stars sur le tableau en général pour sortir des éléments, pour être certain que tout est bien couvert, là. Donc, c'est des exercices simples, mais il faut demander des précisions. Donc, le rôle de l'entraîneur, ça va être d'être précis dans les demandes. S'assurer que le patineur comprend bien ce qu'il doit faire, comprend bien où est-ce qu'il doit mettre son poids, où est-ce qu'il doit mettre l'accent pour faire les rotations, etc. Puis, l'activation hors glace avant la séance. Ça, c'est important. On ne le dit jamais assez. Je l'ai ajouté là. Je sais que tout le monde le sait. Mais surtout quand on fait un retour, on ne peut pas faire un retour puis penser faire l'échauffement sur la glace nécessairement. Il faut qu'il y ait une préparation qui soit faite à l'extérieur de la glace et ensuite, on continue les exercices sur la glace. D'autres suggestions, c'est évaluer l'évolution de l'athlète par rapport aux exercices exécutés à chacune des sessions que vous allez faire. Alors, je donne un exemple. On commence, on fait les edges. On fait toujours une plus grande période d'habileté de patinage dans la phase 1. Ça, on va le présenter tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Le gros de la pratique, on avait mis comme 30 minutes pour que ce soit seulement des edges toute la phase 1. Fait que les premières semaines, c'est 30 minutes. Ensuite, on va descendre, on va faire les pirouettes en deuxième. Pourquoi les pirouettes en deuxième? Pour le sens de la rotation. Puis, on va terminer avec les sauts, mais les sauts, c'est seulement 10 minutes. Donc, pour une session de 50 minutes, on va avoir un 30 minutes de edge. On va avoir ensuite de ça un 10 minutes de pirouette et un 10 minutes de saut. Donc, ce qu'il faut mesurer, puis ce qu'il faut voir l'évolution, c'est la vitesse d'exécution. Vous allez voir au départ, mettons, on fait des courbes, ensuite on ajoute des virages.
Est-ce que les virages sont comme sharp? OK? Est-ce que, je ne sais pas c'est quoi le mot français, là, c'est rapide. Est-ce qu'ils sont capables de le faire instinctivement, tu sais, puis sont capables d'aller chercher la mobilité qu'ils ont besoin pour aller chercher ce petit snap-là qu'ils vont avoir besoin plus tard dans les sauts. Alors, tout ça, ça se prépare au niveau des habiletés de patinage. Ensuite, la glisse. Est-ce que ça lui prend 4 poussées ou 4 courbes pour se rendre au bout de la glace ou plus ça va aller? Donc là, on améliore la puissance. Sa puissance de poussée va faire qu'il va aller un petit peu plus vite, il va aller un petit peu plus loin dans les directions. Fait que c'est comme ça qu'on va mesurer. Puis là, on refait faire les mêmes exercices à chaque jour. Puis là, on peut voir, on peut mesurer si l'amélioration est assez grande pour qu'on mette des difficultés supplémentaires. Ensuite, l'endurance, comme Alexandre l'a mentionné, c'est important de poser des questions. Donc, est-ce qu'on fait une routine? On a vu les circuits tantôt hors glace, mais c'est un peu la même chose sur glace. Alors là, est-ce qu'on est capable, dès la première semaine, est-ce que l'athlète est capable de les faire en continu? Donc, on fait un côté glace, c'est, admettons, un certain type de edge. L'autre côté, c'est un autre type de edge, puis il est capable de le faire comme ça en continu, ou s'il a besoin de prendre des pauses. Alors, s'il a besoin de prendre des pauses, ou vous l'obligez au départ de prendre des pauses, puis tu mesures. Tu dis, OK, tes jambes sont comment? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'acide, tu sais que tu as les jambes fatiguées? Est-ce que ton cardio est bon? Parce que souvent, quand le cardio n'est pas bon, ça fait que les jambes deviennent fatiguées rapidement. Fait que, tu sais, c'est tous des effets qui découlent de ça. Donc, ça, en posant des questions à l'athlète ou juste même en le regardant, là, on va voir si la posture commence à devenir moins bonne. Souvent, c'est qu'il y a une fatigue qui s'installe. Si la fatigue s'installe, ça veut dire que, OK, on est mieux de prendre une récupération, de l'arrêter, on récupère et on reprend. Fait que, ça, je ne sais pas, Alexandre, si tu veux faire du push là-dessus, mais par intervalle, au départ, c'est mieux parce qu'on donne un petit peu de récupération. Après ça, on repart, on donne un petit peu de récupération, on repart. Ben oui, tout à fait, Nathalie. Puis, tu sais, je tiens juste avant à revenir. Vous voyez comment il y a énormément de similitudes. Les concepts sont exactement les mêmes. Fait que le but, c'est aussi de simplifier. Puis vous voyez comment sur la glace, puis en dehors de la glace, dans tout ce qu'on fait hors glace, il y a une énorme similitude. Puis effectivement, tu sais, quand je reviens au stade de tout à l'heure, l'intensité au départ est plus faible, puis graduellement, elle va augmenter. Donc, tout à fait, Nathalie. Ouais. Puis pour terminer, ben là, il y a la précision des exercices. Alors, pour moi, l'important, c'est avant d'augmenter le niveau d'exercice, il faut que l'exercice qu'on demande à la base soit bien maîtrisé, puis qu'il soit précis. Donc, si on veut une carre extérieure, ben on veut une carre extérieure. Quand la carre extérieure va être placée, OK, on peut augmenter. On peut faire un changement de carre ou vice-versa, puis là, tu augmentes les exercices en temps allant. Puis, ben, c'est ça. Ah oui, dans chacune des pratiques, ce qui est important, c'est qu'au départ, quand il y a un retour à l'entraînement, c'est de mesurer aussi la fatigue sur glace. Donc, dans le milieu de l'entraînement, tu demandes à l'athlète, sur 0 à 10, c'est quoi ton taux de fatigue? Comment tes jambes vont? Ça va faire que vous allez être capable d'ajuster aussi vos temps. À la fin, là, si le dernier 10 minutes dans la première semaine, là, tu vois que l'athlète, il ne peut pas sauter. Parce que juste d'avoir fait les edges, juste d'avoir fait les pirouettes, il est comme déjà fatigué, ça ne donne rien. C'est mieux de faire des exercices qui vont l'amener à faire les sauts la semaine d'après que d'essayer de faire des sauts, puis son corps physiquement n'est pas prêt à le faire. Fait que ça, c'est super important. Ensuite, c'est ça, débuter avec des séances moins exigeantes et probablement moins longues en temps. Donc, le volume va être moins grand aussi. Puis, on augmente en s'en allant. Ça se pourrait que la première semaine, si l'athlète ne s'est pas entraîné ou que, tu sais, comme Alexandre a dit, il a juste joué ou à peu près, il n'a pas vraiment fait de hors-glace, bien là, à ce moment-là, peut-être que 50 minutes, ça va être trop long. On va devoir couper, réduire. 40 minutes, ça pourrait être assez. Puis, c'est pas grave qu'on dise à l'athlète, bien, regarde, on va faire une séance de 40 minutes, mais au moins, dans 2 jours ou le lendemain, tu vas être capable de revenir.
Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, la fatigue s'accumule d'une journée à l'autre. Puis des fois, ils arrivent à la fin de la semaine, puis ils sont comme plus capables. Fait que ça, c'est pas ce qu'on recherche. Dans un retour à l'entraînement, ce qu'on recherche, c'est la longévité sur une longue période de journée et non sur une grosse intensité tout de suite en partant. Fait que, tu sais, si on est capable de faire un petit peu moins longtemps, mais le faire plus souvent, c'est mieux que trop longtemps. Puis là, après ça, au bout de 3 jours, dire OK, là, je suis obligée de prendre 4 jours de repos parce que je ne suis plus capable. Fait que ça, il faut mesurer ça. Bon, ça, je l'ai mentionné, répartir le temps des séances en commençant avec les habiletés de patinage. T'sais, on a besoin de ça. Il faut absolument réveiller notre corps, ressentir la glace, ressentir notre poids et tout ça avant de faire des pirouettes. Et les pirouettes vont t'amener à être capable de faire les sauts. Puis, tu sais, quand on parle de pirouettes, ce n'est pas nécessairement juste le backspin. C'est vraiment toutes les pirouettes qui vont faire que tu vas être capable après ça, parce que tu as des changements de pied dans tes pirouettes que tu dois travailler. Donc, tu as un transfert de poids d'une jambe à l'autre que tu dois faire pour être capable, après ça, de l'appliquer dans les éléments de saut. Augmenter la difficulté des éléments seulement lorsque l'athlète contrôle la base. Ça, des fois, on est comme porter les entraîneurs puis laisser aller un petit peu trop vite parce qu'on a l'impression que l'athlète, il trouve ça plate ou il trouve ça long. Fait que c'est à nous à trouver des façons intéressantes de le motiver ou de dire hey, regarde, tu as fait 4 poussées au lieu de 5 ou 6, donc ça s'est amélioré. Peut-être prendre un livre et noter l'amélioration qui pourrait amener des points positifs aux athlètes, qui va devenir motivant ou leur donner des genres de petits défis qu'ils vont être capables de faire. Mais il faut vraiment que la base soit solide avant de passer à l'autre étape. Excuse-moi, Nathalie, j'ai une question. Oui. Pouvez-vous clarifier pourquoi les sauts à la fin? Oui, bien c'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux être capable de bien sauter, tu dois être capable de bien patiner. Si tu n'as pas les edges solides, si ton corps n'est pas placé, si tu ne sais pas, tu sais, ton équilibre sur ta lame là, est vraiment ce qui est le plus important pour avoir la puissance maximale pour faire ton saut. Alors, quand c'est une longue période que tu n'as pas été sur la glace, que tu n'as pas fait des transferts de poids, que tu n'as pas fait des éléments de avant-arrière, que tu n'as pas fait des rotations comme des Russian turns, des trois arrières, des twizzles, toutes ces choses-là, ben moi, je vois mal comment tu vas pouvoir aller faire des sauts. Pour moi, ça, c'est la base qu'il faut que tu solidifies avant d'être capable de lancer dans des sauts. C'est pour ça qu'on a mis moins de temps aussi pour les sauts, par le fait même, parce que ça se pourrait que tu ne les fasses même pas la première semaine, les sauts. Ça se pourrait, tout dépendant, ça fait combien de temps tu es en dehors de la glace. Oui, Alexandre? Non, j'allais juste faire du pouce, puis peut-être que la personne qui a posé la question, là, elle pourra clarifier, mais là, ce que Nathalie, tu dis, c'est dans la progression, il y a toutes les choses plus simples à faire avant d'en arriver là. Là, ce n'est pas une question dans une séance nécessairement qu'on priorise de faire les sauts à la fin de l'entraînement quand vous allez être revenu au stade 3. Je pense que la nuance est là. C'est ça. Ouais. Quand vous allez être revenu à votre état normal, les sauts vont être… Je vais montrer le tableau à la fin, mais oui, mais on commence toujours avec les edges quand même. Même au stade 3, c'est la base du patinage. La base du patinage, c'est patiner. Puis ensuite, on met les éléments plus difficiles. Mais il faut toujours commencer avec un stroking, des virages, tout le monde. C'est comme ça. Il faut que tu commences avec la base. Puis pour t'assurer que tu es en contrôle, c'est juste sentir tes genoux. Tu sais, si tu rentres sur la glace, tu es raide, mais tu vas avoir de la misère à sauter cette journée-là. Si tu prends le temps de bien les échauffer, si tu prends le temps de faire du stroking, si tu prends le temps de faire des virages, ça va être beaucoup plus facile de faire les sauts par la suite. Oui. Là, quand on arrive dans la partie saut, ce qui est important, c'est à la base de revoir toute la technique. Donc, miser sur les exercices avant d'aller faire les sauts. Fait, comme je l'ai dit, puis je le redis, pour moi, un retour à l'entraînement, c'est pas que tu t'en vas faire des sauts. Puis ça, on l'a vécu l'an passé, même avec les athlètes de niveau mondial. Tous les athlètes excellents, quand ils ont recommencé après leurs 3 mois de pause,
Il n'y a personne qui a sauté les premières journées, à part un simple, à part peut-être un petit double, mais il n'y a personne qui est allé au maximum de où il était arrêté. Et puis ça, c'est normal, parce que ton corps n'est pas prêt à faire ça. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est beaucoup d'exercices de préparation pour le saut. Puis revoir avec l'athlète, ça se fait que l'athlète, il ne se souvienne plus de la sensation, il ne se souvienne plus comment aller placer son bras, il ne se souvient plus où son poids va exactement, où. Chacune des étapes du saut, il faut les revoir. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important là, de faire des exercices avant d'aller faire les sauts. Nathalie, oui? J'aimerais juste faire du pouce sur un point tantôt que tu as mentionné. Tantôt, Nathalie a dit au début, bon, vous avez une séance de 50 minutes, mais vous jugez 30, 40 minutes, ça peut être suffisant. Vous vous souvenez, tantôt, on a parlé du concept ou le sentiment de compétence de l'athlète. Ben, moi, je fais un lien bien étroit entre les deux. Quand on est moins en condition physique, ben, on est moins tolérant à l'effort. Fait que d'en faire autant qu'on en faisait, d'en faire 50 minutes parce qu'on a 50 minutes de glace, ben, on expose quand même l'athlète à peut-être arriver dans la 30e, 40e minute, qu'il soit fatigué puis qu'il vive des échecs. Fait qu'on ne l'aide pas à se sentir compétent dans ce qu'il fait. Là. Fait que je pense que c'est important ce que Nathalie a dit tantôt par rapport au temps et à la durée. Là. Oui, puis je vais revenir tantôt dans mon tableau, mais moi, pour moi, là, ce qui a toujours été super important, puis ce qui est encore important quand je regarde un athlète s'entraîner, c'est la répétition du bon mouvement. C'est ça la clé du succès. Parce que essai-erreur, 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 là, tu es toujours à 50 de réussite. Plus tu répètes ton mouvement de façon correcte, plus tu le maîtrises, plus que tu as du succès, plus que l'estime de toi augmente, plus que tu te sens confiance. Donc, ça, là, c'est comme la répétition du bon mouvement, on ne le fera jamais assez. Ce n'est pas d'aller se lancer dans des choses trop tôt, mais c'est de maîtriser chacune des étapes qu'on va faire. Ça, c'est des petits succès à chaque fois. Alors, ici, on a un premier tableau. Là, on a fait le tableau pour les patineurs stars parce qu'au départ, les patineurs de compétition, eux, ont déjà reçu un genre de tableau que Patinage Canada avait fait puis qu'on a envoyé à tout le monde. Mais pour moi, ça, c'est les patineurs stars des stades 1 à 3. Ce qui est important, puis ça, je le mentionne, là, parce que surtout pour un patineur star qui n'a pas encore la maîtrise de ses éléments de base, à la base, hein, il commence. Fait il commençait à les contrôler quand il a fini de patiner. Puis là, mais il fait patine, je patine plus, je patine plus. J'arrête 3 semaines, un mois, je recommence une semaine. Fait que ça devient un petit peu compliqué. Fait que ce que je suggère, c'est de partir vraiment facilement. Des corps avant, extérieur, des corps avant intérieur, des corps arrière extérieur, des corps arrière intérieur. Puis là, on descend, on prend les éléments. Après ça, les virages 3. Quand les corps, on sent que là, il est capable de le faire sans faire des wobbles, là, des shakes, puis qu'on sent que l'appui est bon, que le genou est solide, la posture est bien, bien là, on intègre les virages 3. Après ça, on intègre les poussées là de base avec puissance sur le cercle. Après ça, on intègre les croisés, avant, arrière. Ça se pourrait que la première semaine, vous ne passiez pas à travers tous ces éléments-là. Ça se pourrait. Ou ça se pourrait que vous dites, OK, là, on va y aller, pour pas que ce soit plate, on va les faire tous, mais cette semaine, la semaine 1, je vais rechercher moins de qualité. La semaine 2, ça devrait être plus de qualité, plus de solidité et vice-versa. Mais là, dans les semaines, si on prend les habiletés, on met l'accent au départ sur un 30 minutes. Deuxième semaine, encore 30 minutes. Puis là, on descend les habiletés, puis on va retrouver les sauts un petit peu plus longs vers la fin. Puis ça, je vous le dis, comme Alexandre a dit tantôt, on pourrait qu'un athlète parte à la semaine 3 si vraiment il est en bonne condition physique, puis qu'on se dit, OK, lui, on le fait, ou on fait le stade 1, puis après ça, le 2 ici, il est déjà prêt à descendre à 20 minutes. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, ce n'est pas d'aller vite. La priorité, c'est de le faire bien. De donner aux patineurs la chance
de solidifier sa base. Parce que de toute façon, dans tous les éléments qu'il va faire après, toutes les compétitions qu'il va faire après, il va être évalué sur les habiletés de patinage. Dans les cases du bas, là, les habiletés de patinage, ils apparaissent tout le temps. Donc, il va devoir les contrôler. Là, on est en période de réadaptation et de retour. C'est le temps de mettre l'emphase vraiment là-dessus. Ensuite, les pirouettes. Au début, on en fait un petit peu moins, puis on augmente le temps parce qu'on va augmenter les difficultés. Donc, la même chose. On va commencer avec la pirouette debout. Après ça, la pirouette arrière. Après ça, on y va avec la pirouette assise, puis on augmente comme ça, en augmentant les temps. Puis les sauts, dans les premières semaines, là, on ne peut pas faire une demi-heure de saut, là. C'est impossible que le corps, physiquement, de l'athlète, tant qu'il n'est pas rendu au stade 3, qu'il n'est pas rendu où est-ce qu'il était, qu'il peut aller faire 30 minutes de saut, là. La première semaine, là, si vous leur faites faire 30 minutes de saut, là, ils vont se blesser, ils vont être fatigués, ça va être des échecs parce ils vont tomber beaucoup. Puis ça, ben, c'est pas motivant. Fait que qu'est-ce qui est motivant, c'est de réussir. La même chose ici pour les stars 4 à 5. Fait que vous allez remarquer dans les stars 4 à 5, on part quand même de la même place. C'est juste qu'on augmente. Ici, il va y avoir des séquences de virages, il va y avoir des virages multiples. Fait que ici, on va rester moins longtemps sur la phase quart avant, quart arrière. Ça va être Nathalie, je te demanderais de changer ta diapositive. Ah, je l'ai changé? Non, là, tu l'as. C'est okay. Bon. Alors, oui, c'est ça. Fait que là, on part ici. Mettons, on fait les croisés. Mais moi, ce que je suggère, qui n'est pas écrit là, mais moi, ce que je ferais, c'est que je repartirais avec eux autres pareil pour faire un backup. Puis là, revenir ici. Après ça, 3 avant, les accolades, les double 3, parce qu'on repart quand même de la base, puis on augmente. C'est toujours bon pour ces athlètes-là, même si c'est des stars 4-5. C'est pas grave de leur faire des courbes avant, des courbes arrière, des croisés sur le cercle, des changements de quart. Tout ça, là, ils ont besoin de retravailler ça. C'est toujours le même principe. Si vous voyez ici, là, on commence toujours avec des simples. Ensuite, on y va vers les doubles sauts. Okay? On n'y va pas avec des doubles sauts en partant parce que le patineur, il doit, avoir la confiance d'aller se lancer dans son saut. Puis là, ben, il faut qu'il y ait de la progression. Alors là, tu fais un simple avec le backspin après, un simple backspin avec un loop, une combinaison avec un simple, un loop. Puis là, quand il se sent prêt, psychologiquement aussi, pas juste physiquement, mais aussi psychologiquement. Puis s'il est prêt physiquement, le psychologique, c'est plus facile. Mais là, après ça, tu augmentes les difficultés. Mais ça, on va vous le rendre disponible. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire ça. Là, on va vous rendre tout ça disponible. Ensuite, pour les stars 6 à or, on fait le même principe. Puis vous avez vu, c'est toujours les mêmes temps. Puis je vous dirais que si tu es un athlète, même si tu serais un athlète international, quand ça fait 3 mois, 2 mois que tu n'as pas patiné, tu vas recommencer avec un 30 minutes de edge. Tu vas recommencer avec un 10 minutes de pirouette, puis tu vas finir avec un 10 minutes de saut s'il te reste assez d'énergie pour le faire. Si la première semaine, il ne te reste pas assez d'énergie, tu arrêtes ici. Tu arrêtes à tes pirouettes. Tu peux continuer la semaine 2. Fait souvent, la première journée, tu ne seras pas capable de faire ton 10 minutes de saut. Puis, tu sais, cet été, ça nous a beaucoup aidé aussi dans notre travail à bâtir tout ça. C'est qu'on a fait des sondages avec les athlètes de haut niveau qu'eux connaissent un petit peu plus leur corps, probablement que les tout petits qui commencent ou même les patineurs Star 6 à or qui patinent un moins grand volume d'heures par semaine. Puis, ce qu'ils disaient, c'est que la première journée qu'ils ont patiné, OK, ça allait quand même bien. Oh, la deuxième journée, déjà, il y avait la fatigue. Puis la fatigue est apparue beaucoup plus tôt dans la pratique. La troisième journée, encore plus tôt dans la pratique. Fait que ça se pourrait qu'au contraire, la première journée, ils soient capables de tout faire la journée.
mais que là, la deuxième journée, ils se disent « Oh mon Dieu, je suis ben trop fatiguée, j'ai ben trop mal aux jambes. » Tu sais, parce qu'il y a des muscles qui n'ont pas, c'est pas la même chose. Il y a des muscles, des muscles, des petits muscles qui travaillent beaucoup plus que des fois en hors-glace. Donc, c'est là qu'il faut évaluer, il faut poser des questions, il faut voir. Puis, à ce moment-là, c'est pas grave. Là, on fait plus des. Tu sais, on retourne. On peut retourner après les pirouettes, de dire, ben, si l'athlète ne veut pas débarquer, on peut retourner aux habiletés en faisant les Inabauer, les arabesques, faire des choses comme ça. Mais jamais pousser à faire les sauts trop tôt. Parce que les sauts, quand la base va être là, les sauts vont être là. Ça, c'est aucun problème. Fait que juste faire des exercices à la place. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pour l'instant, je n'ai rien dans le chat. Bon. Alors, moi, je voulais juste faire un petit rappel. Ah, Diane, je vais te laisser aller avec ça. Alors, ça, c'est juste ces deux endroits où vous pouvez aller chercher des vidéos pour vous aider. C'est autant dans l'enseignement que dans la motivation ou des façons différentes de faire les choses. Alors, c'est sur notre site de Patinage Québec. On a un endroit là, dans la section entraîneurs et en fait, c'est membres et entraîneurs. Et quand vous serez là, complètement dans le bas, il y a une partie qui s'appelle perfectionnement. Là, le lien est écrit, mais vous pouvez le trouver à la mi-terme. Dans perfectionnement, il y a quelques petites vidéos qui sont là, qui ont été faites il n'y a pas si longtemps que vous pouvez consulter. Et aussi à Patinage Canada. Ça, vous devez aller dans Membres, vous connecter. Et dans Apprentissage en ligne, il y a plusieurs vidéos vraiment techniques qui sont vraiment très, très bien faits. Entre autres, je sais qu'il y a des éléments qui sont faits avec Élise Hamel pour tout ce qui est poussé lent, habileté de patinage, virage. Il y en a d'autres au niveau de un petit peu plus de banc. Je sais que Mary-Liz Wiley en a fait plusieurs. Il y avait aussi Annie Barabé qui en a fait pour la technique. Pour les sauts, je sais que j'en ai vu pour les sauts. Alors, il y a vraiment beaucoup de spécialistes qui ont donné de leur temps là, pour faire ces vidéos-là. Alors, vous devrez les consulter. C'est vraiment une belle banque de connaissances qui sont sur ce site-là. Puis il y a aussi des hors-glace qui sont intéressants dans l'apprentissage en ligne. Tu sais, des fois, on cherche des exercices. Tu sais, là, vous allez en avoir dans le document, mais il y en a aussi sur ce site-là. Parfait. Et sinon, je vais terminer avec les dates importantes à retenir. Alors, vas-y, Nathalie. Oui, j'essaye. Je sais pas. OK. OK. Alors, voilà. Les dates importantes. Donc, le 15 avril à 19h, il y aura une présentation du nouveau modèle de développement de l'athlète de Patinage Québec, qui est un beau document qui est déjà disponible sur le site de Patinage Québec. Alors, vous pouvez le consulter dès maintenant, puis il y aura une présentation qui va être faite. Et la GA des entraîneurs, le 30 avril à 19h. Ensuite, il y aura l'AGA de Patinage Québec le 8 mai à 10h le matin. Et il y aura aussi Patinage Canada. Je vous enverrai, de toute façon, vous allez recevoir des courriels pour vous inviter à vous inscrire à ces différents ateliers-là. Alors, elle avait une... Oui, c'est ça. Je vois qu'elle a la main levée. Vas-y. Ah. Attends. OK. Pour les évaluations sur le terrain, on avait les temps puis les mesures, les résultats. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces temps-là sont comme le top ou c'est comme le moyen? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut? Pour la portion hors glace? Oui. Pour les tests physiques que tu as donnés. C'est vraiment des observations de terrain. Je te dirais que c'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais c'est vraiment des observations de terrain que moi, je vis. Moi, je travaille encore avec des sports-études, avec des athlètes de différents niveaux en patinage. C'est très, très observation personnelle. Vous pouvez vous-même, je pense que pour créer toujours une espèce d'effet de dépassement de soi, prendre les mesures puis de fixer des objectifs un peu au-dessus. C'est vraiment des normes très, très personnelles.
Alors, je vérifie juste. Oui, je pense qu'on avait d'autres questions. Merci. Moi, je tiens à dire un gros merci à Alexandre. Je trouve qu'il est un très bon vulgarisateur. J'adore travailler avec lui. On a travaillé ensemble beaucoup sur le MDA. Puis j'aime beaucoup collaborer avec Alexandre parce que il remet ça à une formule un petit peu plus simple que tout le monde peut comprendre. Alors, ça va être lui aussi qui va être à la présentation, entre autres, avec Angela Melorni aussi, qui va vous expliquer toute la partie psychologique du MDA. Fait que je vous invite vraiment à être là le 15 avril prochain. Là, ça va être super intéressant. Tous les gens qui ont collaboré beaucoup dans ce MDA-là vont être présents pour expliquer chacun leur partie du travail qui a été fait. Alors, je vous invite, ça va être vraiment le fun, là, puis c'est important. C'est important le modèle de développement de l'athlète, tout le monde doit le connaître. Fait que je vous invite fortement à assister le 15 avril. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là. On est derrière vous. On sait que ce n'est pas facile. On sait que la pandémie, écoute, c'est un casse-tête pour les entraîneurs. C'est un casse-tête pour nous aussi. Mais tu sais, vous, on est conscient, c'est votre gagne-pain. Mais on espère qu'avec ces outils-là, vous allez être capable au moins de faire des hors-glace, faire des zooms avec vos athlètes. Ça va vous donner un petit peu d'idées. Si jamais vous avez des besoins particuliers, vous pouvez toujours nous écrire, Diane, moi, au bureau, il n'y a pas de problème. On prend en compte tous les besoins des gens. Puis ça se pourrait que des fois, c'est juste que vous ne savez pas où trouver l'information, mais qu'elle est disponible, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses disponibles, mais on peut vous guider là-dedans. Puis merci, Diane. Merci à toi. Diane est une coordonnatrice et collaboratrice hors pair dans le bureau de Patinage Québec. Alors, merci énormément pour ton travail. Puis joyeuse Pâques à tout le monde. Joyeuse Pâques. On va fêter ça chacun de chez nous avec les nôtres, on n'a pas tellement le choix. Ça va être comme ça encore cette année. Puis on va se souhaiter que la saison 2021 soit meilleure que la 2020. On croise nos doigts. Alors, merci à tout le monde, puis joyeuse Pâques. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bye, merci à tous. Bye bye.